Voilà, donc toujours troisième séance du 3 février cette fois-ci. Nous avons montré donc lors de la précédente séance que la sécurité était au cœur de la réflexion de Thomas Hobbes sur l'institution de l'État. Mais nous allons maintenant montrer qu'elle ne peut pas toutefois être considérée comme la finalité essentielle de l'État. Si l'État n'avait d'autre fonction que d'assurer la sécurité des hommes, l'obéissance des citoyens s'expliquerait seulement par la peur. Or, la peur ne suffit pas à constituer un lien politique. Elle ne fait pas des individus des citoyens. C'est ce dont Hobbes est parfaitement conscient. Pour que l'État unifie les individus en un peuple, c'est-à-dire en un corps politique, pour qu'il en fasse des citoyens conscients de faire partie du même corps, eh bien l'obéissance des citoyens ne doit pas se réduire à la peur. Elle doit consister autant que possible dans une adhésion active à sa politique. Le lien politique exige ainsi des citoyens qu'ils puissent se reconnaître dans ce que fait l'État. Il exige de l'État qu'il ait une véritable autorité. Dans le chapitre 16 du Léviathan, justement, Hobbes élabore une théorie de l'autorisation pour expliquer ce qui fonde l'autorité de l'État. Celle-ci ne peut pas venir d'autre part, celle-ci plutôt ne peut venir que du consentement des citoyens. Ainsi, par le pacte social, les individus autorisent l'État à agir à leur place, en leur nom, comme si c'était eux-mêmes qui agissaient. Je rappelle d'ailleurs la formule qu'utilise Thomas Hobbes pour présenter le pacte social dans le chapitre 17. Il écrit, dans la fiction par laquelle il présente le pacte social, il écrit « J'autorise cet homme ou cette assemblée d'hommes. J'autorise cet homme ou cette assemblée d'hommes. » À la condition que tu l'autorises également. Alors, vous voyez, le terme d'autorisation ici figure très clairement dans l'énoncé du pacte social. Et c'est par l'autorisation, c'est par mon autorisation, ainsi que celle de tous les autres, que, au fond, un homme ou une assemblée d'hommes est instituée comme souverain. Par le pacte social, donc, chaque individu transfère son droit de se gouverner lui-même, donc à cet homme ou à cette assemblée d'hommes, qui se trouvent par là autorisés à agir en leur nom, en mon nom et au nom des autres. C'est ainsi l'autorisation que lui donne chacun des individus par le pacte social qui fonde l'autorité de l'État. Et l'État peut donc être conçu comme une sorte de fondé de pouvoir dont l'autorité provient d'une autorisation préalable des citoyens. Et en vertu de cette autorisation, l'État est une personne juridique qui représente les citoyens, qui agit en leur nom sur la scène politique, sur la scène publique. Hobbes rappelle d'ailleurs, c'est très intéressant, que la notion de personne vient du latin persona, qui désignait, dans l'Antiquité latine, qui désignait le masque que portaient les acteurs au théâtre. Eh bien, comme l'acteur, justement, l'État a autorité à agir sur la scène publique, car il y est autorisé par les auteurs que sont justement les citoyens. Vous voyez que cette fiction de l'autorisation permet de saisir le véritable sens de l'obéissance des citoyens. Encore une fois, ils n'obéissent pas simplement parce qu'ils ont peur, ils obéissent à l'État parce qu'ils ont la conviction que l'État les représente. Et c'est cette conviction qui est le véritable fondement de leur obéissance. Dès lors, la souveraineté de l'État ne peut pas se réduire à sa puissance, à la puissance grâce à laquelle il se fait craindre. Non que cette peur n'existe pas, mais encore une fois, elle ne peut pas suffire. Quand ils ne peuvent plus se reconnaître dans l'action publique de l'État, eh bien l'autorité de ce dernier est en crise. Et c'est l'affaiblissement de l'État qui conduit justement à confondre l'autorité avec l'autoritarisme, c'est-à-dire à réduire sa souveraineté à l'exercice de sa seule puissance.
La meilleure illustration de cette réflexion sur l'autorité de l'État se trouve dans l'analyse que fait Hobbes du droit pénal, dans le chapitre 28 du Léviathan. Alors ici, je développerai l'essentiel de cette analyse. En tant que l'État dispose du pouvoir absolu, il peut toujours ne pas tenir compte des lois qu'il a lui-même établies. Il peut par exemple décider de faire arrêter un citoyen innocent. Ou même, si ce citoyen s'est rendu coupable d'un délit, il peut, je parle de l'État, il peut décider d'infliger à cet homme un châtiment bien plus sévère que celui qui est fixé et prescrit par la loi. Donc l'État peut toujours, je dirais, déroger à la loi qu'il a lui-même instituée. Mais en agissant ainsi, l'État, certes, exerce sa puissance, mais il prend le risque d'affaiblir son autorité aux yeux des citoyens. Il risque de décrédibiliser l'ordre légal qu'il a lui-même instauré. Or, comme l'explique Hobbes au début du chapitre 28, il est important que les citoyens aient le sentiment que les châtiments sont fondés sur la loi. Il est important qu'ils sentent que la loi pénale ne s'applique qu'à celui dont la culpabilité a été juridiquement établie. Et je cite la définition notamment que Hobbes donne du châtiment au début du chapitre 28. Voilà ce qu'il écrit. Un châtiment est un mal infligé, de par l'autorité publique, à celui qui a accompli une action que cette autorité juge être une transgression de la loi, afin que la volonté des hommes soit par là d'autant mieux disposée à l'obéissance. Afin que la volonté des hommes soit par là d'autant mieux disposée à l'obéissance. Donc, si on suit Hobbes, si on suit sa définition du châtiment, le châtiment ne doit pas avoir une fonction seulement répressive, il doit surtout avoir une fonction éducative. Il faut que son application dispose, comme dit Hobbes, dispose la volonté des hommes à l'obéissance. Il faut que l'application du châtiment soit l'occasion pour le criminel de reconnaître son crime et d'y renoncer à l'avenir. Si à l'inverse, l'État traite le délinquant et le criminel uniquement comme des bêtes nuisibles qu'il faut avant tout mettre hors d'état de nuire, eh bien à ce moment-là, il prend le risque d'effacer dans la conscience des sujets, dans la conscience des citoyens, la distinction entre ce que Hobbes appelle d'un côté les châtiments et puis de l'autre côté des actes d'hostilité. C'est-à-dire par là, l'État prend le risque de décrédibiliser les châtiments et l'ordre légal sur lesquels il repose. En effet, en traitant les criminels comme des ennemis, il prend le risque non seulement de les déresponsabiliser et les endurcir, mais il prend aussi le risque de faire apparaître à tous les citoyens les châtiments comme de simples effets de sa puissance arbitraire. Donc on voit que la réflexion que mène Hobbes sur le droit pénal cette réflexion montre qu'on ne peut pas faire de ce philosophe un apologiste de l'État sécuritaire qui serait prêt à justifier toutes sortes de mesures de sécurité exceptionnelles pour maintenir la sécurité. Hein. Puisque de telles mesures, au fond, reviendraient à effacer la distinction à laquelle tient particulièrement Hobbes, la distinction entre le châtiment et l'acte d'hostilité. La distinction entre le criminel et puis l'ennemi. Et s'il est vrai que la sécurité peut être tenue pour Hobbes comme l'origine de l'institution politique, elle ne peut pas pour autant être considérée comme la finalité essentielle de la politique. La lecture de Hobbes, d'ailleurs, va nous permettre, dans une certaine mesure, d'opposer son modèle d'État à ce que l'on appelle aujourd'hui, au fond, l'État sécuritaire. Alors que pour Hobbes, l'État a pour fonction de mettre fin à la peur, de permettre aux hommes de s'abandonner à une certaine confiance mutuelle grâce au droit instauré par l'État. Eh bien, un État sécuritaire se fonde au contraire sur la peur. Un État sécuritaire l'entretient en faisant de la sécurité la finalité essentielle de sa politique. Alors, je ne peux pas, dans les limites de cet exposé, examiner les raisons pour lesquelles, depuis quelques décennies,
on assiste à une montée en puissance de l'idéologie sécuritaire dans les États occidentaux. On trouvera dans l'ouvrage de Michael Fessel des éléments de réflexion sur le sujet. Son ouvrage, qu'il a écrit en 2010, si je ne m'abuse, s'appelle « État de vigilance ». On peut considérer, sans trop se tromper, que les attentats du 11 septembre 2001, qui ont abattu les tours jumelles de Manhattan, marquent un tournant. Et avec le recul, d'ailleurs, on peut se demander s'ils ne marquent pas en fait la victoire de leur inspirateur, Ben Laden, quand, depuis cette date, eh bien, on a vu se mettre en place, aux États-Unis d'abord, puis ensuite, ce sera le cas en Europe, toute une série de dispositifs, de nouveaux dispositifs préventifs, répressifs, qui transforment tout individu qualifié de dangereux en ennemi à neutraliser. Et comme le montre Michael Fessel dans son livre « État de vigilance », l'affirmation de la dimension sécuritaire des États ne correspond pas réellement à un véritable renforcement de ces États. Il est plutôt le signe d'un affaiblissement dans le contexte d'une économie mondiale, d'une économie globalisée. Et dans ce contexte, en effet, la menace ne peut plus être circonscrite dans les limites rassurantes du territoire de l'État, comme ce fut le cas à l'époque de Hobbes. La menace traverse les frontières. Elle prend la figure de ces individus nomades que sont les réfugiés clandestins, les terroristes, enfin tous ces étrangers qui risquent de nous attaquer de l'intérieur même de la société. C'est une menace diffuse, une menace qui traverse les frontières, qui laisse prise ainsi à tous les fantasmes et à toutes les xénophobies. Pour terminer mon propos, donc je n'aurai pas la prétention d'examiner toutes ces causes, toutes ces raisons, qui sont pour une partie réelles, pour une autre largement imaginaires. Mais pour terminer mon propos, je voudrais montrer que l'idéologie sécuritaire est une idéologie qui, sous prétexte de maintenir coûte que coûte la sécurité, risque d'aboutir en réalité à la négation de la liberté des citoyens. Et ce n'est pas seulement sur le terrain de la lutte contre le terrorisme, c'est aussi sur le terrain du droit pénal qu'on peut en observer, je dirais, les conséquences les plus liberticides. Quand on voit notamment prospérer la notion de dangerosité. Et je renvoie ici au livre de Mireille Delmas-Marty, qui a pour titre « Liberté et sûreté dans un monde dangereux », publié au Seuil, livre qui a dû paraître, je crois, en 2010. Donc je renvoie ici au livre de cette juriste qui analyse la place qu'occupe cette nouvelle notion de dangerosité dans le droit pénal, ou notamment dans les lois pénales qui ont été adoptées en France ces dernières années. Et elle y analyse notamment la loi sur la rétention de sûreté qui a été adoptée par le Parlement français en février 2008. Cette loi prévoit de maintenir en détention, désormais, des condamnés ayant purgé leur peine en raison de leur dangerosité. Le concept de dangerosité est défini comme une probabilité élevée de récidive. Donc non seulement cette loi prévoit de maintenir ces gens-là en détention en raison de leur dangerosité, mais elle prévoit aussi de juger les malades mentaux qui étaient autrefois déclarés irresponsables. Donc on a désormais affaire à une dangerosité sans culpabilité pour les condamnés jugés, considérés comme irrécupérables, et à une culpabilité sans imputabilité pour les malades mentaux. On voit en tout cas que le criminel n'est plus ici considéré que sous une seule dimension, son éventuelle nocivité à l'égard de la société. Les mesures dites de sûreté, on pourrait toujours effectivement se demander s'il ne serait pas mieux de mettre une mesure de sécurité, pour les raisons que j'ai indiquées dans la première séance. Donc les mesures dites de sûreté, comme le maintien en détention d'un condamné ayant purgé sa peine, ne prennent plus pour fondement les actes effectifs d'un individu, mais ses actions potentielles. Dès lors, le juge cesse d'être le représentant de la loi, qui punit un homme pour ce qu'il a fait, mais il prend la figure d'un expert qui évalue la dangerosité d'un homme et gère les risques qu'encourt la société. Il s'agit avant tout, bien sûr, d'éviter la récidive. Et de ce point de vue, vouloir
réinsérer l'individu qui a déjà payé son crime, ce serait faire preuve d'un dangereux laxisme, ce serait prendre un risque inconsidéré. Le problème, évidemment, qui se pose, c'est comment évaluer la dangerosité d'un individu. Est-ce que c'est possible? Et qui est habilité à le faire? Cette question, on ne peut pas dire, a été clairement tranchée. En tout cas, celui qui est jugé dangereux, celui qui est évalué comme étant un individu dangereux, n'est plus seulement comptable de ce qu'il a fait, mais il est aussi de ce qu'il pourrait faire. Si on prend en considération son caractère, ses antécédents, et on voit bien qu'à ce compte-là, les pauvres ont plus de chances que les riches, que les autres en tout cas, d'être considérés comme dangereux. C'est bien sûr une tendance qui risque de s'approfondir. En tout état de cause, la notion de dangerosité exclut par principe l'idée de présomption d'innocence. Et comme le dit Mireille Delmas-Marty, elle substitue justement à la présomption d'innocence la présomption d'innocuité. C'est-à-dire que la question est en effet de savoir si tel individu est potentiellement dangereux pour la société. C'est ça la question. Et comme nul n'est en mesure de distinguer avec certitude, au fond, l'homme dangereux de l'homme inoffensif, eh bien, les mesures de sûreté qui vont dans le sens d'une automatisation des peines, donc ces mesures de sûreté, eh bien, trahissent en réalité le désir d'abolir toute forme d'incertitude au profit d'une régularité automatique. Comme ça, on est tranquille. Donc, vous voyez que dans la mesure où l'idéal sécuritaire n'admet aucun risque de récidive, il finit, au bout du compte, par ne plus supporter la loi juridique qui reconnaît des droits aux hommes et ne les condamne que pour les crimes qu'ils ont effectivement commis. Et si on va jusqu'au bout de la logique sécuritaire, eh bien on voit qu'elle réclame des lois qui empêcheraient par avance toutes sortes de crimes, toute forme de crimes. Et dès lors que ces nouvelles lois, qui viseraient à empêcher le crime, qui viseraient à empêcher toute forme de crime, existeraient, elles reviendraient en définitive à considérer la liberté des individus comme suspecte. Mieux encore, l'idée même d'un respect des droits des individus s'avérerait dangereux, puisque, au fond, ce respect reconnaît, au fond, aux individus un pouvoir d'agir qui implique la possibilité du délit ou du crime. De cette réflexion, je ne prétends pas avoir effectivement fait entièrement le tour de la question, mais enfin, de cette réflexion, on peut tirer au moins deux conclusions. On peut d'abord montrer que l'idéal sécuritaire, poussé jusqu'au bout, est un idéal utopique, et que c'est un idéal liberticide. C'est un idéal qui a un caractère utopique parce qu'il est impossible de prévoir et d'anéantir tout risque de délit ou de crime. Ou alors à ce moment-là, il faut aller jusqu'au bout, il faut interdire aux hommes d'agir. Bon. C'est un idéal liberticide qui implique une restriction potentiellement illimitée des droits des hommes. Quand on fait de la sécurité la finalité suprême de la politique, on n'a aucune raison de s'arrêter dans la restriction des droits des individus. Et une politique qui fait de la sécurité la finalité essentielle, sa finalité essentielle, une telle politique installe un climat permanent de soupçon, d'insécurité, et elle tend à détruire les droits des hommes, les droits des individus, au profit d'une passivité totale des citoyens, qui est totalement, évidemment, incompatible avec ce qu'on entend par la démocratie. Comme disait Rousseau dans le contrat social, on est aussi libre dans les cachots. On est aussi tranquille dans les cachots. Enfin, c'est une mémoire que je cite sa formule. À vérifier dans le contrat social.